Donc, dans cette présentation-ci, on aborde la dernière des questions, des grandes questions du moins, qui nous occupe ici sur la question des médias indépendants, donc d'un système de médias indépendants. Dans les présentations précédentes, on a explicité un peu la réalité actuelle. On a parlé de comment s'interagissait le média, les médias, comment ils interagissaient avec le politique présentement, hein, dans le régime électoral, quelles étaient l'histoire de l'idée que je suis en train de proposer ici, donc d'un système de médias indépendants financé par les citoyens. On peut appeler ça un système citoyen par ailleurs, hein, ou à financement citoyen pour être plus précis. Et ensuite, on a explicité les grandes articulations puis les possibilités, comment est-ce qu'on organise essentiellement ce système-là, puis c'est quoi quelles options on a à l'intérieur de ça. Hein? Et donc, ceci étant dit, hein, tout ce matériel-là étant un peu explicité, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on aurait comme ce qu'on peut appeler comme paysage médiatique dans un État comme le Québec notamment, pour prendre cet exemple-là, si on mettait en place un système comme celui-là. Hein? Une autre manière de poser la question, c'est qu'est-ce que ça changerait par rapport actuellement. Comme on a vu dans la première partie, la propriété des médias elle-même, hein, le fait que ce soit privé, commercial, oligarchique, inscrit les médias dans un camp politique très particulier. Hein. Puis même pas dans un des deux grands camps politiques, mais vraiment dans un sous-clan à l'intérieur de ça, qu'on peut appeler l'oligarchie, hein, et inscrit très clairement les médias dans le camp de ces intérêts-là, hein, qui sont quand même qui sont loin d'être ceux de la majorité de la population. Bien sûr, en tant que pays, nation, que société humaine, on partage certaines choses, mais on peut comprendre que les intérêts la famille Desmarais, puis M. Péladeau, puis des grands oligarques comme Berlusconi, puis d'autres ailleurs dans le monde aussi, bien sûr, les Murdoch et tout ça de ce monde, hein, on peut comprendre que les intérêts économiques et politiques, incidemment, de ces personnes-là sont peut-être très très loin des nôtres, pour ne pas dire contradictoires, puis qu'on aurait intérêt à ce que, pour le dire un peu à la blague, que ces personnes-là aient un petit peu moins d'intérêt, un petit peu moins de puissance et de pouvoir au niveau économique et politique. Et donc, dans le système qui va être mis en place, ou tel que proposé du moins, hein, il y aurait, on neutraliserait complètement, finalement, le pouvoir de ces personnes-là. Hein. Puis donc, c'est un peu comme si, je ne sais pas quelle analogie on pourrait donner, mais on les empêcherait finalement de mettre leurs mains, leurs pieds, leur nez, leur tête dans ce milieu-là, et on récupérait la scène médiatique ou la sphère du médiatique pour l'intégrer à l'intérieur de la sphère publique, mais non seulement de la sphère publique. Hein. Il faut préciser quand même qu'il s'agit ici là, de l'intégrer réellement à l'intérieur de la sphère démocratique, dans le sens réel du terme dans ce cas-ci, hein, en ce sens que c'est vraiment les citoyens directement qui choisissent où est-ce que l'argent va. Hein. Donc, c'est pas des médias d'État, hein, c'est des médias qui sont à financement citoyen, et de là toute la différence. Et de faire ça, hein, ça aurait un ensemble de conséquences qui sont probablement difficiles d'imaginer. Pour la plupart des gens, moi y compris, hein, j'ai peut-être passé un peu plus de temps à cogiter la chose que d'autres personnes, évidemment, parce que j'ai proposé le système dont je vous ai parlé, mais sur comment que ça se déploierait dans la réalité, hein, c'est pas si évident que ça, puis il y a des zones un peu grises où on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça aurait comme impact réel. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans un autre paysage médiatique complètement. Donc, on est premièrement dans un monde médiatique beaucoup plus démocratique, beaucoup plus juste, hein, où le pouvoir de parole n'est pas monopolisé par des oligarques. Hein, ce qui est essentiellement le cas. On a expliqué que la liberté de parole, d'expression, puis
la liberté médiatique étaient finalement des droits un peu bidons, en ce sens que dans la réalité, la concentration des médias puis le fait que les médias soient entre les mains des oligarques et d'entreprises privées limite très fortement la capacité du citoyen moyen à trouver une voie d'expression équitable à l'intérieur de la société. Et donnent la parole à certaines personnes et font taire d'autres personnes. Donc, c'est un organisme, c'est un organe très puissant. Pas juste faire taire, mais aussi salir et puis donner une image meilleure dans certains cas. T'sais. Puis donc, il y a cette capacité-là aussi à l'intérieur de cette sphère-là. Et donc, bon, on est clairement dans une réalité plus démocratique, mais là, j'aimerais ça tenter un peu avec vous de rentrer à l'intérieur de la nouvelle sphère médiatique elle-même, puis de voir qu'est-ce qui changerait. Je pense qu'un des effets escomptés pratiquement du système proposé, c'est que au moins au début, il y aurait un foisonnement important de médias. Il y aurait un foisonnement important de personnes, entre autres, parce que là, il faut comprendre que ce financement-là démocratiserait d'une certaine manière à l'extrême le monde médiatique. En ce sens que, notamment sur Internet, quelqu'un pourrait commencer, disons, un blog politique sur un sujet, et voyant que ça marche, qu'il y a un certain auditoire, se dire, je vais me lancer dans la forme OBNL de l'information, et puis je vais continuer mon blog essentiellement, et je vais donc demander aux gens s'ils veulent appuyer ma démarche, de m'appuyer financièrement avec les bons citoyens et de me donner un peu, m'accorder ce financement-là. Et donc, une personne pourrait partir comme ça, puis éventuellement devenir à la fin de sa vie, ou au courant de sa vie, le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef d'une grande entreprise médiatique ou d'un grand OBNL médiatique, qui aurait, je ne sais pas, 10, 15, 20% du financement citoyen au Québec, si la personne était habile et puis si la personne savait comment bien penser puis comment bien informer les gens, comment bien communiquer. Et si les citoyens québécois sentent que cette personne-là, puis c'est les gens qui se sont associés avec elle, leur donnent des bonnes informations. Et donc, il y aurait clairement la possibilité d'avoir des genres il y aurait un monde médiatique beaucoup plus, mouvant. Et une autre manière de le dire, qui est peut-être pas la manière la plus, pas aisée, mais la manière la plus illustrative, mais autrement dit, dans le monde médiatique présentement, il y a des situations de monopole, de duopole, etc. Au Québec, on est dans une situation, en gros, de duopole médiatique où il y a deux grandes familles médiatiques qui contrôlent presque tout. Dans le système qui est proposé, ça serait mis aux poubelles. Essentiellement, on casserait ça en 1000 morceaux et on créerait d'autres choses et on verrait ce qui en émerge. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y aurait, au lieu d'avoir une situation donc de duopole, pour prendre le cas du Québec, ou de monopole comme au Nouveau-Brunswick, on aurait une société et un paysage médiatique où il y aurait une compétition véritable. Puis c'est sur le terme compétition que je ne sais pas si c'est un peu un terme qui a comme deux connotations, mais l'idée c'est que présentement, les personnes qui voudraient participer à la sphère médiatique sont nécessairement prises à devoir se vendre à un des médias existants, convaincre un des médias qui sont capables de le faire, ou avoir une activité puis éventuellement intégrer ces médias-là, mais on n'est clairement pas dans une situation de liberté. On n'est pas dans une situation de compétition juste. Il y a beaucoup d'esprits au Québec qui ont quand même des choses à dire et qui ne peuvent pas les porter du fait que ou qui ne peuvent pas les porter autant qu'ils voudraient, du fait que ce pouvoir-là est entre les mains de certaines personnes. Et donc, on peut s'imaginer un ensemble d'acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient décider de lancer
un média indépendant et avec le temps, puis avec la communication, bien sûr, hein, pourrait émerger comme étant un acteur mineur ou important, ou etc., ou moyen à l'intérieur de cette sphère-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'on aurait une compétition extrêmement juste. Hein. Il n'y aurait personne qui pourrait facilement monopoliser la chose. Puis une des raisons pour laquelle ce serait très difficile de monopoliser ce système-là, hein, c'est que, enfin, il y en a en gros deux, hein, mais c'est qu'il y aurait un ensemble de petits acteurs qui seraient toujours là. Hein. Il y aurait des personnes qui pourraient avoir des OBNL à une personne essentiellement, puis dire, tu sais, ils produisent une certaine information qui a un intérêt sociétal ou politique, hein, et qu'elles requérir, demander aux personnes qu'elles connaissent ou qui les lisent d'avoir leur appui. Hein. Et donc, ces personnes-là feraient partie intégrante du système et feraient toujours un peu pression sur les autres. Hein. Mais il y a aussi un autre élément qui rentrera en ligne de compte, c'est qu'à l'intérieur des ensembles qui commenceraient à grandir, éventuellement, il y aurait peut-être, hein, dans certaines organisations, on peut imaginer, des tendances. Hein. Supposons qu'il y a le journal ou le média électronique X, hein, et que ce média électronique X, je parle pas là je pense qu'il y a une radio qui s'appelle Radio X à Québec, là, mais c'est pas une référence à ça, c'est X pour dire un peu une variable neutre, là. Mais dans ce média-là, hein, supposons qu'il y avait deux ou trois tendances. Hein. Il y avait une petite tendance qui préférait participer à un média plus grand en restant une petite tendance parce qu'il y a des avantages à participer à un média plus grand, dans le sens qu'il y a peut-être plus de monde qui lise et puis un auditoire plus grand. Mais que les deux autres tendances, elles, sont assez grosses pour se dire, à un moment donné, une des deux pourrait se dire, ben là, on ne s'entend pas vraiment sur comment mener la barque, où on doit aller, puis quel discours on doit avoir, puis qu'est-ce qu'on doit dire aux citoyens, puis comment on doit le dire. Hein, puis quels sujets sont importants, puis quels le sont moins. Hein. Et donc, il y a des gens à l'intérieur de ce média-là, au fil de sa croissance, qui pourraient se dire, nous, on pense en fait qu'on devrait créer quelque chose d'autre. Hein, puis qu'ils se lancent tout simplement dans l'aventure de fonder un nouveau média sur la base d'une notoriété qui est déjà acquise, en partie en tant que journaliste ou personnage qui participe, ou personne qui participe à un média, et qui, donc, tu sais, pourrait juste, en gros, scinder cette organisation-là en deux. Et donc, ce serait beaucoup plus... Excusez-moi. Ce serait beaucoup plus facile de faire ça sans créer, sans perdre l'auditoire. Hein. C'est que, et peut-être même que les gens aimeraient ça que ça se produise. Peut-être même que les gens qui achetaient ce journal X-là, hein, puis là, il y aurait, mettons, le X', puis le Y, hein, serait content parce que là, il achèterait les deux ou il se procurerait les deux de manière électronique et il pourrait décider tout simplement de comparer ce que les deux ont à dire. Puis là, il y aurait comme plus un débat prononcé entre ces deux camps-là, par exemple. Hein, c'est une idée. J'hésitais un peu parce qu'il y a une question qui m'a peut-être échappé dans les présentations précédentes, qui était celle de savoir si ces médias indépendants-là vont avoir le droit de vendre leur production médiatique. Hein. Cette question-là reste, disons, en suspens pour l'instant. On pourra peut-être y revenir à un autre moment ou plutôt la laisser peut-être à la génération qui va suivre. Mais l'idée étant que ce serait possible de dire que pour avoir un média indépendant comme ça, il faut que ce média-là soit gratuit, du moins ce serait une option, hein, notamment pour ceux qui sont sur Internet. Pour ceux qui ne le sont pas, en revanche, là, il y aurait peut-être une nécessité de couvrir les coûts matériels de la production nécessairement, qui diffèrent là, de l'Internet où les coûts matériels sont un petit peu moins grands, ou du moins il y en a, là, mais qui sont moins importants.
Ceci pour dire que, oublions cette question-là pour l'instant, donc à l'intérieur de la sphère médiatique, il y aurait une compétition que j'appellerais une véritable compétition, tout simplement. Au lieu d'avoir des duopoles puis des grands ensembles qui prennent la population par la main puis qui l'emmènent dans un sens, il y aurait différents acteurs qui émergeraient et qui se dissocieraient parfois et qui feraient en sorte que ce monde-là serait beaucoup plus vivant par rapport aux médias un peu artificiels, finalement, qu'il y a présentement, d'un point de vue délibératif, qui sont plutôt artificiels. On pourrait utiliser un terme, peut-être pour décrire ça, de manière provisoire, puis c'est un peu spéculatif, mais on pourrait parler d'un hyper-pluralisme. En ce sens que ce serait plutôt facile pour des individus ou un groupe de personnes de s'associer, mais aussi de se dissocier et d'avoir leur particularisme au niveau de l'information. Ceci étant dit, il y a quand même certains intérêts à se mettre ensemble et à produire quelque chose de plus gros. Notamment, on peut imaginer que ces médias-là commenceraient beaucoup sur Internet, sous différentes formes, notamment écrites, mais aussi auditives avec des gens qui parlent, et puis même télévisuelles avec des gens qui filment. Mais, donc l'Internet joue un rôle important pour ce système-là, sauf que dans l'éventualité où les gens veulent se lancer dans le télévisuel standard, ou dans l'écrit sur papier, ou une chaîne de radio standard, là, il va falloir que ces gens-là puissent être ensemble de manière plus probable pour pouvoir se coaliser leurs forces, d'une certaine manière, et s'organiser en tant qu'organisation, justement, et pas en tant qu'individu. Et donc, il y a quand même une certaine... comment est-ce qu'on dirait ça? Un incitatif, entre guillemets, dans l'intérieur du système, ou une propension à l'intérieur du système à une coalisation des forces éventuelles. Puis il y a des gens qui ont bien sûr des atomes crochus, puis qui se connaissent sur le web d'une certaine manière ou autrement, et puis qui décident de peut-être collaborer ou tenter de collaborer ensemble. Et puis donc, je pense qu'il y aurait comme un hyper-pluralisme, mais en même temps un certain équilibre qui s'établirait à l'intérieur de ça. Bon, ensuite, ceci étant dit, là je parle un peu en termes de généralité, mais en termes plus clairs, plus idéologiques, marqués, précis, présentement, tous les grands médias sont au service d'une manière ou d'une autre à des personnes qui sont du côté de l'oligarchie des grandes entreprises, de la droite, qu'on pourrait dire généralement, et du capital, essentiellement. Dans le paysage médiatique projeté, là, il pourrait y avoir un ensemble d'acteurs qui comble ce qui manque. Puis ce qui manque, c'est des médias plus progressistes, c'est des médias plus écologistes, c'est des médias peut-être plus syndicalistes, qui regardent qui se penchent sur cette question-là en particulier. C'est des médias plus populaires aussi, qui regardent la société sous l'angle notamment des plus démunis, entre autres, ou des gens qui sont un petit peu moins fortunés ou aisés ou à l'intérieur de ce système-là. Et donc, toutes ces personnes-là pourraient, ou toutes ces organisations-là, pourraient, pas en tant qu'organisation, mais supposons pour donner un exemple, qu'un syndicat se dise on devrait avoir un grand journal syndical au Québec, ou peut-être 2 ou 3. On sait que les syndicats ils ont des journaux à l'intérieur de leur propre syndicat, parce que c'est des grandes organisations. Mais là, ce qu'ils pourraient faire comme pari, c'est que ce média-là pourrait être d'un intérêt plus large qu'à l'intérieur de leur seul syndicat, et donc le lancer sur le web, comme c'est probablement déjà fait, mais dire aux gens qui veulent y participer qu'à l'intérieur de leur organisation, ils n'auront pas la capacité de le financer, mais ils peuvent encourager leurs membres à financer ce média-là.
Hein. Et donc, il pourrait dire, tu sais, ce média-là, c'est un peu des gens qui émanent de nous, qui ont décidé de se lancer là-dedans, tu sais, puis il pourrait même, tu sais, faire fi d'avoir un journal interne, puis tenter d'utiliser ça comme journal externe pour propager leurs pensées, mais aussi pour, disons, communiquer un peu avec leurs membres, entre guillemets. Hein. Puis donc, on pourrait avoir des genres d'organisations comme ça qui poussent, hein, un média et qui lui permettent donc de foisonner puis de se faire une place à l'intérieur des différents discours dans la société. Hein. Mais, si on regarde grosso modo, hein, dans la population québécoise, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont progressistes. Hein. Il n'y a aucun grand journal progressiste au Québec. Peut-être que le Devoir peut rentrer un peu dans cette catégorie-là, mais on peut l'éliminer en ce sens que c'est pas un des grands journaux. Hein. Il y a 2-3% des journaux qui relèvent du Devoir, de mémoire, là, en termes de nombre par rapport aux autres. Hein. Puis donc, ce journal-là, ou l'équivalent pourrait continuer de subsister, mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, on aurait place à avoir un journal de 20-30% de la population en gauche, ou cette catégorie-là de journaux. On peut penser que les gens plus progressistes sont un petit peu plus opinés. Hein? Puis donc, il y aurait peut-être 3-4 journaux qui émergeraient, qui se feraient une compétition à l'amicale dans cette sphère-là, hein? Puis qui comblerait ce trou-là. Hein. De la même manière, hein, il y a beaucoup de gens qui se définiraient comme étant écologistes ou qui veulent aller dans ce sens-là, ou qui veulent que leur société aille dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un journal écologiste au Québec? Un grand journal? Bien sûr que non. Hein? Il y a des magazines, il y a des petites affaires spécialisées, mais là, il aurait lieu d'avoir au moins une grande publication écologiste peut-être plus mainstream. Hein? Puis on peut penser à une autre publication écologiste quand même importante, peut-être de 3, 4, 5, 6, 7%, qui serait plus ce qu'on appelle dans le langage de ce milieu-là, du deep green, donc du vert profond, hein, donc des écologistes un peu plus carrés, hein, ou qui veulent aller plus loin, ou qui pensent qu'on doit aller plus vite, ou etc. Là. Mais donc, il y a des tendances à l'intérieur de ces différentes pensées-là elles-mêmes. Hein. Il y aurait toujours, bien sûr, hein, des personnes qui auraient une perspective plus économiste, hein, qui auraient une perspective plus à droite essentiellement, comme c'est le cas présentement, mais au lieu que ces personnes-là aillent des journaux, c'est vite dit de dire comme ça, parce que ce qui existe présentement est même pas au service de la masse de personnes qui constituent, disons, le 50% de gens en général qui ont tendance à voter plus à droite, entre guillemets. Supposons qu'une société serait 50-50, là, peu importe où on met la séparation, ben, peu importe, mais qu'on fait juste la diviser en deux camps. Mais il y aurait certainement des évolutions dans ce camp-là aussi. Hein? Mais ce qui est clairement les évolutions les plus importantes, c'est qu'au lieu d'avoir 90 dans un sous-camp de ce grand camp-là, hein, il y en aurait à peu près 50, puis il y aurait 50% de l'autre côté. Puis donc, il y aurait un entrechoc d'idées, et par cette délibération-là à l'intérieur de la société, les journaux se parleraient puis se répondraient. Ils diraient, ils ont dit telle affaire-là, puis voici comment c'est fautif comme raisonnement, puis ça se renverrait la balle, puis les citoyens auraient le plaisir de, ils vont aller voir, s'ils font référence à l'autre, on va aller voir ce qu'ils ont dit, puis ils vont donc pouvoir profiter des différentes productions qui vont être faites, au lieu d'être un peu comme des moutons tenus par la main par les grands médias qui les amènent dans un certain sens. Hein. Et donc les citoyens, finalement, participeraient à ce débat-là en votant d'une certaine manière par le biais des bons citoyens pour le camp médiatique qu'ils veulent appuyer. Hein. Et c'est là l'essence du système, hein, c'est que là, on fait confiance aux citoyens pour finalement choisir les médias qui sont les plus qui valent plus la peine de développer s'ils ne sont pas encore, ou qui valent la peine d'être appuyés s'ils sont déjà existants. Hein? Et aussi de changer d'idée, hein? De se dire, oui, j'ai appuyé ce journal-là ou cette radio-là pendant longtemps, mais là, j'écoute d'autres choses ou je fais d'autres choses, et puis j'ai découvert un autre truc, en fait, que je trouve hyper intéressant, mais c'est peu connu, fait que je vais le financer pour que
cette personne-là puis cette organisation-là puisse avoir plus l'ouïe de la population, puis pousser ses idées plus largement à l'intérieur de la population. Fait qu'on peut imaginer assez rapidement qu'il y aura un certain foisonnement. Il y aura une compétition réelle, autrement dit, là, comme j'ai mentionné précédemment, à l'intérieur de la sphère médiatique. Et du fait de cette compétition-là ou de cette délibération-là, justement, on aurait une société beaucoup plus délibérative, puis au lieu, tu sais, quand tous les médias vont dans un sens ou dans un cadre très restreint, on n'avance pas vite. Parce que les autres personnes qui pensent à côté sont prises un peu sans parole, mais les bonnes idées qui sont de l'autre côté ne sont pas présentées dans la sphère publique, puis la critique qui doit être faite par rapport au premier camp, elle ne se fait pas. Et donc, si, en mettant en place un système comme ça en tant que société, à travers cette délibération-là, on va pouvoir avancer. Il y a des genres de consensus qui vont se dégager d'une certaine manière, des tendances qui vont se dégager, mais qui ne peuvent pas se dégager s'il n'y a pas de délibération réelle. Un peu comme dans une assemblée citoyenne, les citoyens, quand ils arrivent et ils se posent une question, ils vont se dire mon opinion, c'est ça sur la question pour l'instant. Puis après une semaine de débat ou quelques jours de débat, on s'aperçoit que finalement, on avait 50-50 au début, mais après, on a 75-25. Puis donc, l'opinion va dans un certain sens. La même chose se produirait à l'intérieur d'un système où il y a une compétition médiatique réelle comme celui que je suis en train de proposer. Mais surtout, la grande idée, c'est qu'on corrigerait le grand déséquilibre profond et grave et un peu ridicule du système médiatique existant. Il y a aussi une autre petite mention qui peut peut-être être faite, qui va un peu dans la foulée de celle-là, qui va dans la même veine, qui est à l'effet que, avant d'y arriver, j'aimerais peut-être insister sur cette idée-là de société délibérative, juste comme mot, comme nom, comme expression, comme idée, en ce sens que oui, on parle des médias, mais là, on aurait aussi des institutions publiques où on peut discuter d'autres questions, puis il y aurait des interactions entre ces deux mondes-là. Par ailleurs, il faudrait se poser la question, là, je vais un petit peu loin parce que c'est plus important d'expliquer comment le système fonctionne que d'explorer un peu ces spéculations-là. Mais l'interaction entre ce type de paysage médiatique-là puis le politique serait fort différent. En ce sens que le politique, présentement, les politiciens savent un peu à qui ils s'adressent en tant que médias, connaissent leur idéologie, puis savent un peu comment présenter les choses. Puis se ramassent à être finalement des gens qui sont là essentiellement pour l'image, puis pour leur capacité à communiquer via ces institutions-là. Pas nécessairement pour la profondeur, autrement dit, de ce qu'ils ont à dire. Dans un paysage médiatique un peu plus éclaté, plus foisonnant et plus pluriel, il y aurait certainement place aussi à avoir des discours politiques un peu plus évolués et qui vont plus en profondeur sur certains sujets au lieu de rester en superficie. Et donc, il y aurait certainement, c'est un exemple de changement, mais il y aurait certainement des changements majeurs à l'intérieur de l'interaction du politique avec les médias. Entre autres, les politiques ne pourraient pas compter autant sur un genre de, une compréhension puis un monopole d'une certaine manière. Quand les médias ont un duopole comme on a présentement, ils peuvent déjà un peu prévoir comment ils vont réagir à ça, à leurs propos. Dans le cas d'un monde médiatique, comme je suis en train de suggérer, il y aurait plusieurs opinions complémentaires, mettons, dans différents médias, et le politicien serait moins porté à jouer ce jeu-là, et je pense qu'il aurait plus tendance à véritablement dire ce qu'il pense, puis quand même de manière correcte, là, mais expliquer ce qu'il pense de manière correcte, mais sans chercher à faire monter le sondage d'un côté ou convaincre les journalistes de l'autre. Il y aurait moins cette propension-là. Bien sûr, elle existerait quand même un peu, il ne faut pas se leurrer non plus, mais ce serait différent parce que les différents journalistes, en guillemets, ou les différents acteurs dans ce système-là,
serait probablement porté un peu à analyser un peu l'honnêteté aussi des politiciens. Pas juste ce qu'ils disent, mais un peu, tu sais, la sincérité avec laquelle ils disent, puis un peu l'énergie qu'il y a derrière, si on peut dire. Hein. Puis sur cette appréciation-là, tu sais, là, on peut orienter leurs commentaires par rapport à ça. Bon, là, je m'écarte sans doute un tout petit peu, mais ce qu'il faut retenir, enfin, surtout dans les derniers commentaires, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la relation entre le politique et le médiatique évoluerait. Hein? Et puis, en ayant des médias plus évolués, on aurait aussi des politiciens plus évolués. T'sais? En ce sens que si on n'a pas de médias qui sont progressistes et écologistes, comme c'est le cas présentement, qui ont cette ligne-là comme ligne médiatique. Quand je parle d'un média écologiste, c'est pas juste un média qui parle un peu de l'environnement, c'est un média qui décide de dire, tu sais, à peu près 90% dont on parle, on le lie à ça, puis c'est pas lié, ça nous intéresse moins. Si on a des médias comme ça, bien sûr, là, ça alimente intellectuellement la population, hein, et les politiciens chercheraient bien sûr, qui veulent aller dans cette tendance-là, chercheraient bien sûr un peu à démontrer qu'ils vont dans cette tendance-là, hein, puis donc à se coller un peu plus à ça. Hein. Autrement dit, le médiatique est important, là. Il joue un rôle un peu comme changer la mentalité des politiciens, les convaincre, leur faire réaliser certaines choses, puis en même temps informer les citoyens. C'est pas juste une relation d'information aux citoyens, c'est aussi une relation de dialogue avec le pouvoir. Hein. Et le médiatique pourrait assumer davantage ce rôle-là dans une situation comme celle-là. Par ailleurs, hein, il y a un autre commentaire qui est quand même extrêmement important de faire, qui est celui qui nous a été communiqué par McChesney et Nichols, hein, qui nous ont donné cette grande idée-là qu'en mettant en place un système comme celui qu'on propose ici, on aurait aussi des gens qui puissent approfondir certains sujets en profondeur, qui puissent se dire, bon, je suis payé suffisamment, j'ai peut-être pas des millions de dollars, mais je suis quand même rémunéré pour faire ça via les bons citoyens, puis prendre le temps pour aller fouiller certains sujets. T'sais. Ce qui se fait de moins en moins, puis ce qui se passe présentement, hein, c'est qu'on se ramasse à prendre comment on appelle ça, des communiqués de presse, puis les repitcher en forme d'articles, sans les transformer beaucoup, tu sais, puis finalement à ne pas avoir un discours critique par rapport à d'autres alimentaires, à d'autres inputs à l'intérieur du monde médiatique. Hein. Donc, autrement dit, ces gens-là reçoivent beaucoup d'informations, puis là, recrachent ou donnent quelque chose d'autre, ou digèrent et donnent quelque chose d'autre. Mais si ils doivent produire beaucoup dans un court laps de temps, puis qu'il n'y en a pas certains qui peuvent prendre le temps d'investiguer puis d'aller en profondeur, nécessairement, ils vont pas autant digérer ce qui leur vient de l'extérieur, puis vont avoir tendance à le représenter plutôt tel quel. On peut voir ce phénomène-là aux États-Unis. Là, on serait dans un monde complètement différent. Hein, en ce sens que ces acteurs-là auraient non seulement une plus grande diversité, mais aussi la capacité d'approfondir ces sujets-là. Bon, il y avait une autre idée que je voulais exposer aussi. Hein. Puis là, c'est illustratif. Hein. Imaginons qu'on avait un système comme ça en place, mais dans les années 70-80. Hein. Puis imaginons que le reste du monde tourne à peu près de la même manière qu'il tournait. Hein. Ben, premièrement, il y aurait des opinions politiques différentes à l'intérieur de la sphère médiatique en partant, mais supposons qu'on avait un système équivalent à cette époque-là. Hein. Et puis qu'à un moment donné, il y a la tendance écologique qui apparaît. Hein. Cette tendance-là a dû essentiellement se battre au niveau des médias, se battre au niveau des corporations, se créer des mouvements dans la société civile. Elle a dû tenter par tous les moyens de faire porter un message qu'elle sentait qui était absolument nécessaire pour l'humanité. Hein. Et avec un taux de succès plutôt mitigé, par ailleurs, qui est quand même important de mentionner, hein, sous le système, sous le régime présent. Hein. Sous ce régime médiatique-là, au lieu d'avoir à combattre puis à convaincre finalement des médias qui en partant ne sont pas de son bord, puis il y avait des espoirs de les convaincre, mais en même temps il y a eu comme
un désillusionnement au cours des dernières décennies, au lieu de faire ça, la chose naturelle qui se serait produite, c'est que dès qu'il y avait une petite masse critique de 5 ou 10%, ces gens-là auraient commencé, même avant, à créer des médias indépendants, financés par un financement citoyen, et leurs idées auraient pu être portées de manière meilleure, sans intermédiaire, et beaucoup plus directe à la population, et il aurait pu d'ailleurs, probablement émerger beaucoup plus rapidement comme une force politique et informationnelle, dans ce cas-ci, là, à l'intérieur de nos sociétés. Autrement dit, le rythme j'allais dire de chenille, mais c'est plutôt d'escargot, vous pouvez choisir entre les deux insectes, pour le mouvement écologiste dans l'histoire, depuis les années 80-90, où on a commencé à comprendre qu'il y avait un problème sur la Terre, le rythme d'avancée de ce mouvement-là puis là c'est illustratif bien sûr, mais sous un régime médiatique juste, comme celui que je suis en train de proposer, donc qui est démocratique, aurait sans doute été beaucoup plus rapide. On pourrait peut-être imaginer que dans les années 90-95, il y aurait déjà des médias qui auraient 20-30% de la masse de la population derrière eux. Parce qu'il y aurait nécessairement plus de gens qui auraient pu se porter un peu sur ce que ces gens-là avaient à dire. Autrement dit, là c'est illustratif, je comprends que c'est un peu idéologiquement marqué ce que je suis en train de dire, mais c'est illustratif en ce sens que une nouvelle tendance émergente comme celle-là, au lieu de devoir ramer à contre-courant, pourrait, à l'intérieur d'un cadre comme celui-là, rapidement émerger et prendre la place qui lui appartient à l'intérieur de la société. Et si c'était le cas, je pense que, pas juste au point de vue de l'information, mais politiquement en tant que tel, on serait dans un monde différent aujourd'hui. Supposons que c'était le système qu'il y avait partout dans le monde, ou dans les grands pays à idéal démocratique, enfin en parole, là, pour l'instant, mais disons en Occident, pour donner un exemple, supposons que ce régime-là médiatique était répandu dans ces pays-là, je suis pas mal certain qu'aujourd'hui, on serait dans un autre monde, puis qu'on aurait déjà commencé à aller vers la transition médiatique au lieu d'être à peu près à la phase de on réalise qu'il y a un problème, puis on continue de faire du dommage, mais on essaye de faire comme si on n'en faisait pas trop. T'sais? Une phase un peu niaiseuse, là, mais enfin, cette phase-là, autrement dit, on l'aurait dépassée, puis ça fait longtemps. Et donc, ce type de tendance-là nouvelle qui émerge pourrait beaucoup plus rapidement, du fait de la compétition juste qu'à l'intérieur du système, intégrer, participer et puis utiliser ce système-là pour communiquer avec la population. Puis on peut imaginer aussi, ça c'est important de le dire, puis là c'est illustratif en tant que mouvement, il peut en avoir d'autres dans le futur, puis on pourra sans doute prendre d'autres exemples dans le passé, où si ça avait été en place, ces mouvements-là auraient pu, disons, foisonner beaucoup plus rapidement. Quand on parlait justement du foisonnement puis la diversité à l'intérieur de cette nouvelle sphère médiatique-là, j'ai mentionné que divers acteurs pourraient décider de s'y lancer. Mais il convient, j'ai parlé par exemple des syndicats. Puis là, j'ai un peu une autre image qui me semblerait intéressante. Il y a des gens dans notre société qui ont beaucoup de connaissances. Puis que s'ils avaient un accès à un média d'information quand même significatif, qui pourrait facilement le nourrir du fait des connaissances qu'elles ont ou qu'ils ont, et que dans le système présent, de temps en temps, ils peuvent envoyer un article, un commentaire qui va figurer dans la dernière page du Devoir, ou dans un autre média équivalent, mais qui n'aura pas un impact nécessairement majeur. Dans un régime comme on est en train de parler, on pourrait imaginer, disons, pour prendre l'exemple qui vient d'être discuté, 5 profs qui sont biologistes, écologistes, puis peut-être politicologues qui se disent, dans les années 80-90, lançons quelque chose. Puis, autrement dit, il y a des gens comme ça aussi qui ont une compétence un peu naturelle dans ce domaine-là ou qui peuvent en développer une. Il faut quand même communiquer plus avec un autre niveau peut-être qu'au niveau universitaire, mais ces gens-là savent quand même comment écrire puis comment communiquer. Ils passent leur jour à parler à des classes puis leur temps à écrire des articles.
Et donc, on pourrait imaginer, par exemple, c'est un exemple un peu alternatif au syndicat, que des personnes comme ça décident de se lancer un genre de journal comme ça, qui pourrait être au début, par ailleurs, un peu plus spécialisé, un peu plus en sachant pas trop ce que ça va devenir, mais qu'en voyant que il y a un auditoire de plus en plus large, qui crée finalement un genre d'outils médiatiques à vocation très large. Autrement dit, l'idée dont je vous parlais avec Chomsky, c'était pas ça que j'avais à l'esprit, mais Chomsky lui-même aurait, sous un régime comme ça, aurait sans doute peut-être exploré cette idée-là davantage. Ou du moins, entre les fois qu'il écrivait quelque chose d'important, il pourrait sans doute l'envoyer puis se ramasser à être publié par peut-être divers médias par ailleurs, via ce mécanisme-là. Et puis donc, au lieu d'avoir ces professionnels dans différents secteurs ou ces spécialistes dans différents secteurs qui sont un petit peu isolés, on pourrait augmenter aussi le niveau médiatique en faisant en sorte que certaines de ces personnes-là pourraient participer. Autrement dit, on amènerait le média aussi à un autre niveau que celui du spectacle, puis du divertissement, puis de la sensation, à un niveau davantage informationnel, grand débat et discussion profonde sur la société. Pas exclusivement, là, il y a quand même place à avoir un peu de fun, mais si ce fun-là se fait au détriment des grands enjeux dans la société, on est tous à long terme plutôt perdants. Puis donc, je sais que mes commentaires ici ont été un peu, un peu dans tous les sens en même temps, mais bon, on est en train d'explorer qu'est-ce qui pourrait advenir. Ce qu'il faut retenir de ce qui a été dit, si je peux me permettre de tenter de faire un genre de synthèse, c'est qu'on serait dans un système médiatique juste et démocratique, où chaque citoyen a un poids égal pour influencer le système médiatique, pour l'encourager. On serait aussi dans une situation où on aurait une compétition fair, donc juste aussi, et une compétition réelle à l'intérieur de la sphère médiatique, ce qui alimente, bien sûr, et ce qui fait en sorte que tout le monde à l'intérieur de ce système-là serait un peu au fait des choses, puis serait dans une situation où il y aurait toujours un critique sur le côté qui puisse lever le doigt. Et on aurait, d'un point de vue idéologique, bien sûr, un équilibre par rapport à la situation présente où on a un déséquilibre idéologique profond dans les grandes entreprises médiatiques. Et donc, ça, c'est quand même l'essentiel, d'une certaine manière, du propos, d'un point de vue abstrait. Mais au lieu d'avoir un monde médiatique qui représente cette franchise de la population, puis un tout petit peu de temps en temps ici, là on aurait toute la population qui se retrouverait à l'intérieur de la sphère médiatique. Et voyons. Bon, il faut quand même insister sur cette idée-là d'équilibre, qui est finalement essentielle au système. Finalement, l'autre grand point qu'il faut retenir, c'est qu'à travers tout ça, il y aura une incidence sur les acteurs politiques, mais aussi une incidence sur la réflexion de la population elle-même. En ayant plusieurs sources d'informations comme ça, les gens ils vont augmenter leur niveau de connaissance, leur niveau de critique aussi, leur niveau d'appréciation des informations qui leur sont fournies. Et donc, on sera en train de projeter la société plus généralement vers ce que j'appelle une société délibérative où il y a des vrais débats, il y a des débats en profondeur et où on est dans une société qui agit et vit et a des relations sociales épanouies, normales, mais aussi où on pense et où on discute surtout ensemble. Puis d'une certaine manière, cette sphère médiatique-là serait un peu l'animatrice de cette grande délibération sociétale-là. Sur cette idée, je pense que je vais m'en tenir à ça. Vous en conviendrez que c'est une question qui est quand même large et qui nécessite un traitement qui n'est pas trop court d'une certaine manière et qui aurait sans doute d'autres propos à ajouter à la chose ou d'autres visions ou d'autres perspectives plus tard. Mais je pense que quand même, je pense qu'on a pu faire le tour, grosso modo, de la question et
regarder un peu cet objet-là d'un système médiatique indépendant sous ces divers angles. Donc, je vous laisse là-dessus et je ne sais pas si ça va être la dernière partie dans la section 8. Peut-être à court terme oui, puis à long terme non. Hein. J'avais initialement l'intention de parler d'un autre sujet qui est un peu interrelié par ailleurs à celui-ci, hein, qui est la question enfin l'idée de mettre en place des fortunes, pas des fortunes, mais c'est signe que je suis fatigué, hein, de mettre en place des limites aux revenus ou aux fortunes. Peut-être que je vais en venir à parler de ça, ou peut-être garder ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement long, puis sur lequel il faudrait quand même, on ne peut pas juste l'énoncer comme ça, là, il faut le développer. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça à court terme, mais éventuellement, peut-être que j'ajouterai cette section-là à la section 8 de mes présentations. Pour l'instant, on peut quand même retenir l'idée suivante, hein, il y a peut-être d'autres sujets aussi qui pourraient s'ajouter par ailleurs dans cette section-ci. Pour l'instant, je m'en suis quand même tenu à 3 éléments, le droit de vote, hein, ou les droits politiques, en l'occurrence pour les personnes mineures, hein, le système électoral puis le système médiatique, qui sont intrinsèquement liés au système politique. Hein. Et c'est une raison pour laquelle je ne suis pas certain de vouloir aborder l'autre question qui est marquée d'un certain point de vue idéologique, si on peut dire un peu plus. Hein. Là, on peut l'aborder avec une certaine objectivité, mais disons que jusqu'à maintenant, du moins, puis je vais peut-être m'en tenir à ça comme je disais, je me suis concentré sur les parties vraiment intégrantes du système politique. Et dans cette perspective-là, il serait peut-être sage de s'en tenir à ça puis de garder ces autres sujets-là pour un autre moment. Hein. Mais évidemment, hein, l'idée étant aussi qu'en mettant en place une assemblée constitutionnelle, on pourrait débattre d'idées comme celles que je viens d'évoquer, hein, et bien sûr d'autres idées, mais qu'avant de pouvoir en arriver là, il va falloir qu'on ait un lieu de débat où il y a un pouvoir réel qui puisse être pris et des décisions qui puissent être ou des projets qui puissent être proposés à la société et qu'on puisse réellement changer notre société. Et pour faire ça, encore une fois, toutes ces idées-ci sont un peu illustratives du fait qu'il nous faut, pour rentrer le clou, encore une fois, qu'il nous faut une assemblée constitutionnelle au Québec. Et donc, je m'en tiens à ça et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant.